Salut Coraline. Salut Lirza. Comment vas-tu? J'ai un peu le rhume de ma life, mais ça va. Puis dernier trimestre. On rentre dans la merveilleuse partie du dernier trimestre de grossesse. Celui où, genre, il y a encore une semaine, je fanfaronnais que tout se passait bien, puis que c'était super. Et je vais m'arrêter là. Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Merci. Aujourd'hui, nous avons une invitée qui est très spéciale pour nous. Pour la pure et simple raison que, en fait, c'est la première invitée qui n'est pas notre amie à la base. C'est pas notre pote à qui on a dit est-ce que tu veux faire partie de notre projet. C'est vraiment quelqu'un qu'on connaissait pas, qu'on voulait inviter pour son expertise, pour la personne qu'elle avait l'air d'être sur Internet. C'est Romy Sigrist. Bonjour Romy. Bonjour. Bienvenue. Merci. Tu as 31 ans, tu travailles en tant que psychologue FSP et sexologue sexothérapeute indépendante à Lausanne. Tu m'interromps si je dis des bêtises quand je lis ce que tu as écrit. En plus de ton activité clinique, tu interviens régulièrement dans les médias et auprès des professionnels pour parler de diversité de genre, de diversité relationnelle et sexuelle dans une approche la plus inclusive possible. En parallèle de cela, tu as travaillé pendant 5 ans dans le domaine des violences au sein des relations de couple via l'association Violence Que Faire. Exactement. Et entre tes 13 à 25 ans, tu as travaillé comme éclairagiste pour des pièces de théâtre et des concerts, ce qui a l'air trop cool. Ouais, c'était vraiment bien. Ça m'a permis de survivre au parcours scolaire et universitaire. Moi, je bossais chez MES Trend. Toi, t'étais éclairagiste, quoi. Ouais, franchement, c'était quand même très enrichissant et sur les questions et de genre et de relations humaines, c'était peut-être tout aussi précieux. C'est la personne qui est tout le temps là, mais qu'on ne voit pas vraiment, mais qui est très importante pour le bon déroulement. Ouais. On est là pour éclairer l'autre. Et en même temps, il faut pas que ça se remarque trop, mais il faut que ce soit là. Ouais. Et c'est un peu pareil en thérapie, finalement. C'est beau. Merci pour cette transition vers la suite. Tu as découvert le féminisme au début de ta vingtaine et depuis, tu t'attelles à activement repenser les agencements et settings sociétaux. J'essaye, ouais. En chemin de déconstruction et de reconstruction en parallèle aussi. Moi, je suis ultra contente de faire cet épisode ce soir, en fait. C'est un épisode auquel je tenais beaucoup. La psychothérapie, c'est un thème qui m'intéresse depuis toujours. Énormément. En fait, je suis une psychothérapie avec un psy, homme cis depuis 3 ans. Pour moi, c'est une expérience qui est globalement positive. Enfin, le bilan est très positif. J'ai eu aussi 2 thérapies de couple hétéro cis. Ça, c'est des expériences que je qualifierais de moins positives. On va en parler après. Et en fait, ce que j'ai découvert, moi, avec le cadre psychothérapeutique, c'est qu'en fait, c'est censé, by design, comme ça, par dessin, d'être un contexte bienveillant où toi, tu viens comme tu es et tout est censé être accueilli et on en parle et on discute et en général, c'est censé, en tout cas, pas y avoir de tabou. Par contre, ce que j'ai découvert, et je suis ultra perplexe, c'est que le féminisme, à chaque fois que je l'aborde, ou des questions patriarcales que je peux aborder, de ce que moi je subis en tant que femme dans une société patriarcale, j'en parle, ça tombe un peu dans un vide un peu étrange dont on va parler plus en longueur après. Donc je t'ai approché en disant « What's up ?» Comment c'est possible, en fait, qu'on en soit là? Donc aujourd'hui, on va parler de la place du patriarcat dans la psychothérapie individuelle et la psychothérapie de couple, comment faire une place au féminisme, en fait, à la psychothérapie, et juste simplement comment introduire des questions de construction sociale et sociétale qui sont juste ultra rigides là. Quand on est venu vers toi, puis on t'a parlé de ça, tu m'as dit quelque chose que mon psy aussi m'avait confirmé, c'est que lors des études, vous faites pas vraiment de déconstruction de genre. Effectivement. En tout cas, moi j'ai fait mes études à Lausanne, l'université de Lausanne, en psychologie et du coup en lettres, en littérature anglophone, où les questions de stéréotypes de genre, mais vraiment les études de genre étaient beaucoup plus présentes dans mes études en lettres qu'en psycho. Ah ouais. En psycho, finalement, c'est pas abordé, c'est comme si c'était relayé aux sciences sociales, mais si tu prends pas le mineur en sciences sociales, tu n'abordes pas ces questions-là en psycho. Ouais. En tout cas, c'était le cas il y a 13 ans et 7 ans, plus ou moins ma période d'études. Mais les questions des violences au sein des relations ne sont pas non plus vraiment abordées. Donc tous ces mécanismes, en fait, qui existent, qui sont très présents, ils ne sont pas abordés. Même la sexualité, tu disais, elle n'est pas vraiment abordée. Non, alors en plus, la sexualité, il y a très peu de... Enfin, on en parlait plus aussi en lettres qu'en psycho. Mais oui, plein de mécanismes ne sont pas visibilisés ou alors sont sortis, quoi. C'est les sciences sociales, mais c'est pas la psycho. Et finalement, la question du setting clinique et des implications du setting clinique et du patriarcat dans le setting clinique ne sont pas soulevées. Alors que l'histoire même de la psychologie est quand même faite principalement par des hommes, avec un système aussi de pathologisation de certains mécanismes psychiques et aussi de comportement de femmes, avec la notion d'hystérie aussi. Il y a très peu cette critique féministe sur
sur même le setting psychothérapeutique. Ouais, les parallèles, tu dois les faire toi, en fait, entre ce que t'as étudié à côté, justement, en lettres, sur le genre ou sur la sexualité. Si t'as pas eu cette parenthèse, entre guillemets, à côté, tu l'abordes jamais, quoi. Tu l'abordes pas, et puis les systèmes quand même de formation sont maintenant uniformisés, fédéralisés, pour être psychothérapeute, c'est quand même 5 ans de plus minimum que la formation de base à l'Uni, et qu'à l'intérieur de ces cursus, ce ne sont pas des questions qui sont abordées non plus, et qu'il y a un gros manque de recul, de regard critique sur cette pratique-là, c'est sûr, et c'est quand même quelque chose qui est dans un système capitaliste aussi suisse de rentabilité des formations. Il y a une forme de maltraitance envers les psychologues, psychothérapeutes qui se forment, parce qu'on va imposer 7 à 8 suivis par jour pour les questions de rentabilité. Et c'est maltraitant et pour les psys en formation, tout comme pour les clients et clientes qui viennent. C'est quand même un système qui est sous le joug médical, même si là en juillet, les psychothérapeutes vont pouvoir exercer et être remboursés par la base. Voilà, sans ne plus être en délégation d'un ou une psychiatre, mais il y aura quand même toutes les 30 séances un contrôle d'un ou une psychiatre, donc la mainmise comme du paternalisme médical sur la psychologie et psychothérapie, elle reste présente. Et il y a les lobbies, il y a tout ça qui fait qu'on est quand même pas dans quelque chose de facilement féministe. Ça demande vraiment une proactivité et ça demande du temps, ça demande en fait de remettre en question ses privilèges, et comme la plupart des personnes qui sont psy sont quand même privilégiées. Il y a tout un travail de déconstruction qui ne se fait pas à moins que la personne soit vraiment confrontée, soit dans sa vie personnelle, soit par les personnes qu'elle va recevoir à ces questions-là. J'ai remarqué ça aussi, Romy. À un moment donné, je me posais plein de questions et je voulais trouver un ou une psy qui était ouvert à ce genre de questions, en fait. Je ne trouvais rien en ligne, juste un site internet d'un ou d'une psychologue qui parlait de féminisme. Il y a des psys qui vont parler d'orientation sexuelle, d'identité de genre même. Wow, c'est cool en fait. Mais juste simplement le terme féministe, ou juste parler genre de patriarcat sans parler d'orientation sexuelle ou d'identité de genre, je n'ai rien trouvé, je n'ai rien vu. Il y en a, mais c'est effectivement une minorité qui va pouvoir se définir féministe aussi et l'afficher, parce qu'il y a quand même cette idée d'une forme de neutralité de cet espace, et que ça resterait une question politique d'être féministe et non pas du bon sens, ou en fait quelque chose qui serait logique. Comme si le patriarcat n'était pas politique, en fait. Comme si l'état des lieux n'était pas politique, tu vois. Ouais, comme si nos existences n'étaient pas politiques, alors qu'être un corps, être un individu, en fait, dans une société, c'est déjà politique. On est politisé d'office. Et donc, à un moment, de croire qu'on ne fait pas de politique en thérapie, c'est un gros mensonge, un gros leurre. Mais malheureusement, la plupart des psys ne sont pas politisés. Parce que ce que j'entends, en gros, c'est que politique égale à sortir de la norme. Ouais, puis peut-être... Alors, en Suisse, il y a cette idée de la neutralité, la neutralité suisse qui se rejouerait. Là, on est neutre. En fait, c'est pas neutre. La manière dont on va se présenter, la manière dont on va agencer notre cabinet, c'est pas neutre. Est-ce que ça peut accueillir des personnes grosses, par exemple? T'as les choix de fauteuil qui vont être très esthétiques, mais en fait, si t'es une personne grosse, en fait, tu rentres pas dans le fauteuil. C'est un choix politique. C'est un choix politique, et on se rend pas compte, en fait, à quel point beaucoup de choses sont des choix politiques et réduisent, en fait, l'accès aux soins, au setting à certaines personnes. On crée des dispositifs constamment, en fait. Puis, dispositif, c'est aussi qu'est-ce qui va permettre une élaboration, qu'est-ce qui va se montrer dans tel dispositif. Nous, au cabinet où je travaille, à Sexopraxis, on a des petites affichettes, en fait, qui montrent des slogans effectivement féministes, empouvoirants, sur les questions de résilience, sur les questions d'avoir le droit d'aller mal aussi, d'avoir le droit d'être triste, que la souffrance ne nous définit pas, enfin, toutes ces petites phrases qui vont faire du bien, mais qui montrent aussi que c'est un lieu, finalement, qui est engagé sur ces questions-là, parce que la psychophobie, elle reste présente même dans les milieux psy. C'est partout, en fait. C'est partout. Le sexisme, il est présent, l'homophobie, elle reste présente. Je veux dire, la cisnormativité, l'hétéronormativité, le setting de la petite famille parfaite, ça reste le modèle auquel on est formé. Et on verra plus tard aussi sur la question des thérapies de couple. On est formé à des thérapies de couple hétérosexuel, cisgenre et monogame la plupart du temps. Monogame et avec des rôles ultra précis. Du coup, moi, la question que j'avais pour toi, c'est que si, en tant que psy, tu es censé être apolitique, tu es censé être neutre, ça veut dire que tu es censé ne pas imposer ta manière de voir les choses au risque d'être dogmatique ou au risque de vouloir changer quelqu'un. Comment tu es censé opérer, en fait? Comment tu es censé éviter le piège du politique? Je pense que dans tous les cas, il faut prendre conscience déjà de notre positionnement par rapport à ces questions-là. Il n'y a pas forcément de neutralité. On va partir de qu'est-ce qui fait souffrance chez la personne qui vient consulter.
Puis à partir de là, toi, tu vas amener tes réponses qui sont bien sûr des réponses que tu as apprises, étudiées, qui viennent de la psychologie, mais de tous les autres domaines. Et tu vas faire en sorte d'amener des regards, mais il y a une position, je pense, très humble à avoir. On n'est pas l'expert de l'autre. Oui. Et donc c'est toujours aller retrouver l'autre là où il ou elle est. Et partir de là, en précisant qu'on a un certain bagage, on va donner des pistes sur des choses là, mais que c'est peut-être pas le bon chemin pour la personne. Que évidemment elle-même sait ce qui va être bon pour elle, et puis à vraiment faire attention aussi à penser des changements écologiques pour la personne, c'est-à-dire qu'ils vont faire sens dans son système et ses systèmes, parce que le risque aussi quand les changements sont trop brusques ou trop complexes, c'est que tu vas casser en fait quelque chose d'une sécurité. C'est comme ce serait bien d'être outé, le coming out, on dit oui il faut vivre tel qu'on est, il faut oser s'exposer, mais il y a encore des milieux où c'est prendre beaucoup trop de risques. Et donc il y aurait cette idée qu'il faudrait qu'on puisse exister avec nos identités de genre, nos orientations sexuelles, nos orientations romantiques et relationnelles, et puis il y a une réalité de terrain il y a peut-être des milieux où on va pas pouvoir le faire. Et donc il y a un peu cet idéal, cette visée de un jour on n'aura plus besoin de ça, puis un truc très concret où il va falloir faire avec où la personne elle est maintenant dans ce setting, et un setting qui reste dans le part des entourages des personnes qui consultent aussi enclin de patriarcat, parce que la Suisse c'est quand même très patriarcal. Et on le découvre encore plus quand on devient parent, et ça je pense que Coraline, tu vas y être bien confrontée. Je me réjouis, j'adore. Et puis du coup, ce que tu dis, Romy, pour moi, ça rend d'autant plus frappant ce que j'ai vécu, parce que je me disais, justement, moi, j'amenais ma souffrance, en fait. Et ma souffrance, c'était mon vécu de femme, cisgenre pour le moment, de femme au sein du patriarcat. Malgré ce principe que tu décris, que tu es, en tant que psy, censée partir de ma souffrance et puis me rejoindre là où je suis, j'ai quand même fait face à des psys qui n'ont pas voulu me joindre là où j'étais, qui ont soit trivialisé, soit invisibilisé, soit limite genre c'est mignon ton truc, mais il y a une autre lecture possible de ta souffrance, et on va parler de ma lecture de psy. Et ça a été très dur pour moi, on va en parler plus en longueur, mais ça a été très dur pour moi de constater et de vivre en fait. J'ai pensé à toi d'ailleurs parce que j'ai lu récemment un truc d'une femme noire qui disait qu'elle allait pas chez des psys blancs, à dire en fait je dois leur faire leur éducation et puis ils sont pas du tout réceptifs à mes problèmes. Donc ça prend beaucoup d'énergie que tu payes toi-même en fait ta séance pour éduquer l'autre. À un moment c'est pas ok. Et c'est vrai que de plus en plus je fais partie aussi d'un collectif de psychologues, et on s'échange un peu nos demandes et il y a de plus en plus de personnes qui disent mais moi j'aimerais un ou une psy féministe. Et c'est soulever la question, mais c'est quoi un ou une psy féministe? Est-ce que juste être ouvert à ces questions-là c'est suffisant? Et je pense que non, être ouvert à ces questions-là ce n'est pas suffisant, tout comme être ouvert à accueillir des personnes noires, LGBTQIA+, et autres, ne suffit pas à amener un accompagnement qui puisse être assez vite pertinent pour la personne en fait, parce que sinon il y a tout un travail d'éducation qui passe par la personne qui consulte, qui ne devrait pas lui revenir, mais qui de facto lui vient parce que voilà, en fait, on avait ce privilège de ne pas avoir eu à penser ce que ça faisait que de ne pas être dans cette norme-là. Voilà, de plus en plus de personnes m'ont demandé, quand elles font partie de la communauté LGBTQIA+, d'aller vers des personnes qui elles-mêmes font partie de la communauté. Et ça, c'est pas toujours évident en tant que professionnel de se positionner aussi par rapport à ça, mais en même temps, je pense que de plus en plus de personnes le font, et moi, ça ne me fait pas problème de le faire, et de me présenter avec mes pronoms. Je suis une personne non-binaire, même si j'ai une expression de genre assez féminine. C'est aussi un acte politique en fait de le faire, et c'est un acte de soutien, et il y a besoin de ça aussi en fait. C'est exposant, c'est questionnant, on peut avoir des critiques de l'entourage professionnel par rapport à ça, mais en même temps c'est aussi montrer que sinon on tombe dans une cisnormativité, une normativité qui est de toute façon présente dès qu'on va chez le ou la psy en fait. On va présupposer tout un tas de choses sur cette personne, et vice-versa. Oui, puis même si tu t'attires finalement des critiques d'autres collègues, toi tu montres que t'es ouverte et que tu connais mieux, entre guillemets, le sujet qu'un certain nombre de gens, et puis que du coup t'es plus à même d'accompagner. C'est vrai, après ça demande d'autant plus aussi de thérapie personnelle bien sûr, et de réflexivité, et d'auto-réflexion, pour ne pas tomber dans « je sais aussi bien que l'autre », parce que chaque parcours est différent, et ça c'est vraiment important de finalement ne pas faire de sa propre et douleur, et expérience, et parcours, une réalité pour l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a quand même plein de notions, rien que le vocabulaire où tu vas te retrouver, ça simplifie en fait, quand tu n'as pas à apprendre une nouvelle langue. Et je pense que c'est vraiment une question de langue en fait. Le langage, on va dire, amène une pensée, ça forme une pensée. Quand tu as des concepts, mais que l'autre ne capte pas ces concepts, et tu dois faire la traduction à chaque terme, tu perds beaucoup d'énergie, c'est ça.
voilà, enfin... Exact. Et ça demande un certain temps d'intégrer ces concepts. Donc, il ne suffit pas juste de les lire et d'avoir la définition pour pouvoir aussi les intégrer. Donc, voilà, c'est vrai que chercher quelqu'un de concerné, ça simplifie parfois les choses. C'est vrai, quand on a préparé cet épisode, on a pas mal parlé... j'ai l'impression que l'idée de base, c'était aussi de parler du traitement du couple au sein de la thérapie. Mais la partie individuelle, finalement, comme toi tu l'as dit, Lirza, était très importante pour toi. Et puis tu remarques que déjà, en allant seule, c'est déjà compliqué à aborder toutes ces questions. Du coup, on a un peu abordé la question de l'accueil des questions féministes, et tu nous as déjà fait un petit aperçu, mais quel est ton avis, en fait, généralement, par rapport à l'accueil qui est fait sur ces questions, là, au sein des thérapies? Je pense vraiment que c'est quelque chose qui clive beaucoup, cette question du féminisme, comme la question du genre. C'est vraiment comme ça revient mettre à mal les fondements de notre société, les fondements de notre éducation, les fondements de notre manière de vivre en fait au quotidien, et du coup c'est très ébranlant. Et si les personnes ne sont pas elles-mêmes dans un processus de déconstruction de leur représentation, d'être dans ces regards, ou de vivre aussi, pour moi tout est un peu intersectionnel, tu vois, mais on est une société patriarcale, capitaliste, c'est pas rien en fait, ça structure tout notre quotidien, et quand tu réalises à quel point c'est présent dès la naissance, il y a tout qui est déjà là en fait, enfin, il y a tout à repenser, et donc ça paraît être une montagne, et en même temps voilà, je pense que c'est important de le faire, mais ça demande beaucoup d'énergie, donc en fait c'est aussi être privilégié que d'avoir le temps de se déconstruire. Et comme je disais, malheureusement la plupart des personnes qui vont faire formation en psychothérapie, elles sont quand même mises sous pression et maltraitées. Le setting de thérapie et de formation n'est pas, à mon sens en tout cas, il ne fait pas sens, mais parce que je pense que bosser à 100%, déjà c'est maltraitant. 100% d'accord. mais il y a déjà tout ça en fait, et ça se repose aussi la question quand les personnes viennent en thérapie, elles doivent prendre congé, elles sont là entre deux périodes chargées souvent de leur journée. C'est pas rien quand après on fait une thérapie de couple aussi, ou entre partenaires. Moi je préfère dire entre partenaires parce que couple, je suis un peu fâchée avec cette question-là. On sort du stress de la journée pour venir se poser, et ça prend du temps en fait de pouvoir se poser, de mettre de la qualité dans la relation, et la plupart des problèmes relationnels c'est ça aussi, c'est ce manque de temps pour prendre du soin de la relation. Mais donc oui, en fait, c'est des questions qui sont très clivantes, qui pour moi je pense doivent amènent à repenser tellement de choses différentes, et en même temps beaucoup de personnes sont agacées si la personne va parler féminisme, va parler éco-anxiété, véganisme, tout ça va chacun son assiette et puis tout va bien. C'est non ça. Mais en fait ça joue pas, parce que ce que tu manges en fait dépend d'une production, dépend d'une utilisation des sols de ton pays aussi et d'autres pays. Enfin, tu peux pas juste dire c'est mon petit choix personnel là. Mais malheureusement il y a encore cette forme de chacun son choix puis c'est ok, et je pense que malheureusement une fois qu'on est dans des milieux militants, pas malheureusement, mais on peut plus faire sans ça, puis tout devient beaucoup plus complexe, et il y a une forme de clivage aussi avec des collègues qui ne sont pas dans ces processus-là, où vraiment il y a un moment, c'est des mondes différents en fait, et des fois t'es pas sûr de réussir à aller retrouver les personnes de l'autre monde qui viennent. Mais du coup, je trouve que ça fait sens aussi de présenter quand même les approches, son approche de travail, et de mettre qu'on est féministe, LGBT affirmative, j'en sais rien, toutes ces approches-là, parce que comme ça, la personne qui vient, elle sait à peu près où elle met les pieds aussi. Et puis bien sûr, après, chaque personne est différente, et il y a le droit de changer, parce que ne restez pas, et ça c'est pour les personnes qui nous écoutent peut-être, mais dans un setting qui ne vous correspond pas, où la personne, vous ne sentez pas si à l'aise que ça, où il y a des choses que vous n'avez pas abordées. Voilà, il y a plein de psys différents, il y a plein d'approches différentes. Parce que toi, Lirza, quand toi t'as commencé, t'allais pas forcément dans l'idée de rechercher quelqu'un de féministe. Non, c'est bien ça. Moi, mon psy, je l'ai un peu choisi presque aléatoirement. À vrai dire, je savais pas trop comment m'y prendre. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'avais un certain nombre de sujets qui étaient plutôt existentiels, en fait. À un moment donné, je me rendais compte que déjà, mon psy a fait 2-3 remarques un peu sexistes, mais vraiment légers. Et j'ai un peu laissé passer, mais c'était quand même là. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de parler du patriarcat et de ce que je vivais en tant que femme, en fait, au sein de cette société. Et en fait, à chaque fois que j'amenais des lectures féministes de ma situation,
c'était trivialisé. J'ai pas d'autres mots en fait. C'était ultra trivialisé. Limite, il trouvait ça un peu mignon. Et puis, on allait aborder la chose avec une lecture entre guillemets du psychothérapeute, c'est-à-dire, je sais pas moi, mécanisme relationnel, voilà. Mais ma lecture féministe de la situation, ou ma souffrance de femme féministe ou de femme au sein du patriarcat, était un peu balayée sous le tapis en mode oui, bon. J'imagine qu'il y a une grande part d'impuissance en fait, parce que c'est tellement énorme, c'est tellement partout, et on a très peu de pouvoir en fait sur ces structures en tant qu'individu seul. Et je pense que parfois les psys peuvent se sentir très impuissants face à ça, ils ne savent pas comment adresser cette question-là. Dans quelle mesure elles peuvent être utiles pour la personne si elle amène ces questions-là, parce que qu'est-ce qu'on peut faire ? D'où le fait de des fois recentrer sur les choses relationnelles et très concrètes où tu pars de la personne et de le pouvoir d'action qu'elle peut avoir dans son petit cocon, parce que ça dépasse en fait, c'est trop énorme. Donc c'est une piste, hein, je dis pas que c'est ça. Probablement qu'il y a un vécu d'impuissance tel que on a de la peine à aller rejoindre la personne là. Hein, Du coup, parce que ça a évolué donc la situation. T'as fait son éducation surtout. Donc en fait, moi, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas poursuivre ces thérapies sans aborder ces questions-là. En gros, ce que j'ai dû faire, en fait, c'est vraiment faire des devoirs à la maison pour me dire, il faut vraiment que j'aborde, que je prenne le taureau par les cornes, que j'aborde le sujet avec lui et que je lui dise, voilà, moi j'ai un certain nombre de questions qui me sont très très chères. Je me sens, je me sens pas vraiment comme si je peux le faire avec vous, parce que 1, 2, 3, et là j'ai ramené aussi les quelques remarques sexistes qu'il avait faites. Je dis, voilà, vous avez déjà fait des remarques sexistes, ça a mal passé chez moi, et en plus, en tout cas, je prends pas ça pour acquis que je peux amener des questions de genre ici. Et à partir de ce moment-là, a commencé un espèce de processus où lui, en fait, il a été très réceptif. Et il est finalement venu me joindre, moi, à l'endroit où je discutais, en fait. Enfin, il m'en a parlé aussi par intermittence, mais il m'en a parlé qu'il a fait un peu du chemin de son côté. Par contre, c'est pas du tout un chemin qui a été parfait, mais du tout, ça a été imparfait, et il y a eu des hauts et des bas, et les bas m'ont fait vraiment mal, en fait, parce qu'en fait, moi, j'investissais dans cette relation, qui est une relation thérapeutique, mais où moi, je fais de l'éducation du psy, c'est déjà t'as l'impression que tu t'aventures dans des schémas qui sont bizarres, en fait, et c'est pas mauvais ce que je dis, mais c'est un schéma un peu, on fait quelque chose d'un peu différent, et c'est pas tout le temps comment s'y prendre, en fait. Quand ça marchait, vraiment, ça me faisait un bien incroyable, et ça je tiens à le dire s'il y a des psys qui écoutent en fait. C'est précieux quoi, ce que ça m'a fait de bien. Par contre, quand il y avait des bas, là ça me blessait. Et la raison pour laquelle ça me blesse, c'est qu'on vit dans une société patriarcale qui fondamentalement, on a un peu rien à cirer du bien-être des femmes. C'est un peu en 2e, 3e, 4e plan le bien-être des femmes. Donc quand mon psy, qui est censé être mon soignant, prend des attitudes patriarcales où je me rends compte qu'il régresse là-dessus, qu'il est moins activement en déconstruction, pour moi c'est synonyme que tu prends pas soin de moi en fait. Parce que tu t'inscris dans cette grille où je suis une meuf, cis, et puis on n'a un peu rien à foutre. Encore une fois, je suis privilégiée parce que je suis cis, mais bref. Et donc, en fait, il y a eu des hauts et des bas qui ont été difficiles. En revanche, j'ai pu à chaque fois aller lui dire quand il y avait un bas qui advenait. Et sa réaction était de nouveau très réceptive et très genre, il a réfléchi, il a reconnu là où il y avait quelque chose à reconnaître, et reconnu mon vécu surtout, en fait. Ces moments-là ont été tellement précieux, tellement important pour mon bien-être mental, que je me dis, je sais pas, voilà une manière comment on peut faire des choses en fait, sans parler de l'éducation que j'ai dû faire et de l'énergie que moi j'ai dû mettre. Mais je veux dire, voilà ce qu'il a fait. Simplement dire genre, ah oui, ça doit être dur pour vous, en effet, en tant que femme architecte dans une société patriarcale. Juste déjà reconnaître ça. Mais moi, avant cette petite aventure humaine, même ça, c'était pas offert en fait. Ah ouais, ça doit être dur en fait. Bon, c'est comme aussi, Romy l'a abordé un peu avant, en plus la psychothérapie, bon comme tout j'ai envie de dire, mais un très lourd passé en plus ultra misogyne, enfin toute la base, et on pense bien que les théories freudiennes sont pas incroyables. Mais alors Freud, franchement, c'est pas le pire. Non, je pense qu'il était mal vulgarisé, mais il y a vraiment des écrits où il pense en fait la société comme oppressive des femmes et amenant en fait justement des psychopathologies aussi, mais c'est la société qui les amène. Hein. Donc dans ses écrits de fin de vie plus anthropologiques, Freud. Donc Freud le faisait. Non, mais vraiment il a beaucoup évolué. On peut lui laisser. Enfin, à un moment, quand on le lit, il est très fin. Hein. Il dit c'est des hypothèses, c'est pas des faits acquis. Puis ça a été un peu vulgarisé comme fait acquis. Il est très fin dans sa manière de faire quand même. Et puis ses écrits de fin de vie,
il est presque féministe sur plein de choses, en fait. Ok. Mais donc, il n'y a pas que lui, mais par contre, le setting, la manière de penser la maladie psychique, la pathologisation de certaines choses, on est dans du binaire, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est malsain, et on l'est encore, je veux dire, tu vois, le mot sexualité était une maladie mentale jusqu'en 73 dans le DSM, jusqu'en 1990 dans la CIM de l'OMS. Et les transidentités, ça fait seulement quelques années que ce n'est plus une maladie mentale, mais que ça fait partie du paradigme de la diversité. Et on vient de basculer gentiment d'un paradigme binaire, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est malsain, à un truc de diversité. Ouais, avec des questions de neurodiversité aussi, on parle de plus en plus de ça aussi, j'ai l'impression. On en parle de plus en plus, c'est pas gagné, mais on est en train de changer de paradigme, et puis la plupart des systèmes de formation ne sont pas encore à jour là-dessus. Et donc les personnes soignantes ne sont pas non plus à jour là-dessus. Alors, il existe des formations post-grad qui sont en train de se donner sur ces questions-là, souvent par des personnes concernées, parce que c'est de nouveau aux personnes concernées de faire le job, parce que finalement, ça n'existe pas, ou sinon c'est aussi mal amené. Donc, voilà. C'est une immense tâche aveugle, en fait, pour moi. Parce que moi, comment je vois ça, c'est que des psychothérapeutes, du coup, ils ont un problème déontologique. Parce qu'en fait, vous êtes censé prendre soin, vous êtes censé accueillir la souffrance. Mais en fait, moi, justement, j'amène ma souffrance, puis elle est rejetée. Ouais, là, ce que j'ai trouvé très beau, c'est déjà que tu aies pu l'amener. Ça montre qu'il y a quand même une qualité relationnelle importante. Qu'il ait pu la valider, qu'il ait pu prendre sa responsabilité dans les blessures qu'il a pu te faire, qui n'étaient pas malveillantes, mais en tout cas... que voilà, c'est un peu par omission, qu'il a essayé de remédier à ça, de s'informer. Je pense que c'est une posture qui est... Dès qu'on est en relation, on prend le risque de se faire mal. Et ça, je pense, être en relation, on va blesser l'autre à un moment ou à un autre. Après, c'est comment est-ce qu'on prend responsabilité de ça, comment est-ce qu'on travaille pour ne pas que ça se reproduise le plus possible. Ça arrive, en fait, qu'il y ait des maladresses, des choses qui soient blessantes. Que tu aies pu l'amener, c'est déjà une grande force, en fait, de pouvoir te dire que tu as été blessée, parce qu'il y a plein de relations, je pense, où les personnes n'osent pas dire qu'elles ont été blessées parce qu'il a été dit par le ou la professionnelle. Et ça, c'est aussi quelque chose en tant que professionnel, de pouvoir peut-être l'amener, de dire, si à un moment dans notre espace, vous deviez être blessé par un propos, un terme que j'utilisais, une question que je pose, moi, vous pouvez m'écrire en dehors, parce que des fois en face à face, c'est pas évident, vous pouvez me le poser. Mais rien que d'ouvrir ça, c'est déjà aussi une position qui va montrer que, oui, on peut merder aussi en tant que professionnel. On fait du mieux qu'on peut pour ne pas le faire, la plupart du temps. Et c'est ok de le reconnaître, de s'excuser, en fait. Mais c'est pas... Malheureusement, il y a beaucoup de personnes pour qui encore, elles sont des positions d'expertes. Et s'excuser, ce serait problématique, quoi. Ça serait monter une faiblesse, parce qu'on n'aurait pas le droit de se tromper. Oui, finalement, vous n'avez pas la science infuse non plus, et puis tu peux pas tout faire tout bien tout le temps. Il y a une certaine science infuse, en tout cas, qu'on a bien infusée pendant plusieurs années, là, mais qui est prise dans un système patriarcal et qui reproduit, en fait, des normes. On te demande qui soigne. Qu'est-ce que tu soignes, en fait ? Est-ce que tu soignes la personne ou est-ce que tu soignes la société ? Quand tu cherches à faire que les personnes soient plus adaptées ou mieux adaptées. C'est cette grande question. Ouais, mais c'est une excellente question. Ouais. Mais c'est ça. C'est qui est-ce qu'on soigne ? Est-ce qu'on cherche à faire qu'un individu soit adapté dans cette société ou pas ? Parce que, en fait, pour ramener juste un peu sur la question du genre, parce que je suis 100% d'accord avec toi, que c'est déjà super qu'on ait pu parler de ce qui va mal, que j'ai pu le dire, qu'il a pu l'accueillir. Puis ça, c'est en général, quand on se blesse. Par contre, je trouve, en fait, ça devrait pas être OK, l'énergie que moi j'ai mis là-dedans. En fait. Parce que moi, j'ai pris des notes avant d'aborder le sujet. Ça a été plein de discussions et ça n'a pas été qu'une séance, ça n'a pas été que 10 minutes dans une séance. C'est un processus long dans lequel moi, j'injecte beaucoup d'énergie. Oui, mais ça prend beaucoup d'énergie et c'est vrai que, en fait, des fois, si les settings thérapeutiques nous demandent trop d'énergie, pour pouvoir être dans ce setting, c'est pas que ça nous prend de l'énergie de soigner ce qu'on a soigné quand on y va. Exact. La question se pose, est-ce que c'est la bonne personne avec qui travailler ? Oui. Tout comme dans une relation, si ça demande trop d'énergie, bien sûr, être en relation, c'est du soin. Prendre soin, être disponible, c'est une forme d'énergie aussi. Mais quand c'est trop, qu'est-ce qui fait qu'on perdure dans un setting où ça demande trop d'énergie ? La tristesse dans l'histoire, c'est qu'en fait, il y a tellement peu de safe space pour moi par rapport à ce sujet, qu'en fait, je soigne cette relation avec mon psy comme un truc ultra précieux, parce c'est un truc ultra précieux. Enfin, le bilan est quand même positif et ça m'amène beaucoup de bien. Oui, et après, ce que je voulais dire aussi, c'est que vous avez quand même développé une intimité. C'est ça aussi, Il y a quand même quelque chose, effectivement, d'une relation importante pour toi. Et c'est vrai qu'on change pas de psy comme de culotte. Non, exactement. Et on l'oublie un peu, je pense, en tant que professionnel, pour le coup, que c'est quand même
la démarche, c'est pas rien d'aller se dévoiler face à quelqu'un. Et ce que je trouve important, ce que tu dis, c'est que tu dis oui, ça me prend beaucoup d'énergie quand même, mais j'y tiens. Malheureusement ou heureusement, ce qu'on voit, c'est que dans des relations toxiques ou maltraitantes, le lien va quand même être primordial par rapport à la maltraitance. Donc il y a des moments où on va dire ça vaut quand même la peine parce qu'il y a un lien. Je suis pas à la maltraitance avec mon psy. Je sais pas ce que je voulais dire, mais je pense que c'est aussi important de pouvoir l'amener là aussi, de dire que oui, très souvent en fait le lien est plus fort que tout ce qu'on va pouvoir subir derrière, presque. Mais parce que ça c'est aussi une forme de construction et d'imaginaire où on nous a dit que le lien était plus important. Ouais. C'est une super transition vers la psychothérapie de couple. Mais alors allons-y. Toi, Lirza, t'as fait quelques années de thérapie seule, et puis après, tu t'es dit que t'avais envie de passer en thérapie de couple pour aborder certaines thématiques. En fait, c'est mon mec qui a voulu. Ok. Je tiens à le dire parce que tu m'as dit que principalement, c'est les meufs. Qui traînent leur gars là-bas. Ça change pas peut-être grand-chose à la fin, mais... Non, mais effectivement. Ouais. Ça sort du cliché. Voilà, on est un couple 6-7 classique. Et en fait, t'arrives en thérapie de couple. Et pour moi... a priori, sans réfléchir, avec énormément de naïveté et de joie, je me disais, mais il n'y a rien de plus évident dans un couple hétéro 6-7, enfin un couple hétéro 6, que de parler des dynamiques de genre. Ouais. Et j'avais entièrement tort. En temps en thérapie d'individuel, c'est pas forcément évident de parler de ça, enfin c'est pas un truc qui va de soi. Ouais. Autant là, pour moi, c'est impressionnant les gymnastiques mentales que je vois les psys faire pour éviter les questions de genre. On a vu 2 psys de couple. La première psy, j'ai amené une lecture de genre dans une problématique concrète. Elle m'a écoutée comme ça avec politesse, puis elle m'a dit « Oh oui, ok, mais bon, ça c'est une manière de voir les choses, mais sinon on peut les voir comme ça. » Puis elle a de nouveau amené sa propre grille de lecture. Elle a complètement invisibilisé ma lecture. Et c'était, à partir de ce moment-là, juste impossible de ramener le sujet. Parce que je pense que j'ai essayé une 2e fois, une demi-3e fois, et j'étais là, mais en fait, je lâche à faire. Et puis on a arrêté en fait cette thérapie. Tandis que la 2e thérapie de couple, il n'y a pas eu cette invisibilisation flagrante. Il y a eu en fait quand même de la reconnaissance du sujet. J'ai été face à quelqu'un qui était cultivé par rapport au sujet. Le thème a été clairement touché et brassé. En revanche, ce que j'ai vécu par contre, et ça je t'en ai parlé, Romy, la première fois qu'on s'est vu, c'est que j'ai fait face à ce truc que j'ai découvert avec Mona Chollet, la fameuse empathy, l'empathie pour les mecs. Je sentais ce truc où moi, on me demandait de un peu gentiment fermer ma gueule, un peu de secondes, arrêter d'être exigeante, si j'interprète un peu beaucoup de choses. Et il y avait beaucoup d'empathie et soins offerts aux partenaires masculins 6-7. Ouais. Pour moi, on se heurte de nouveau face à ce truc en tant que meuf, on va pas venir facilement prendre soin de moi, on va pas facilement juste accepter ma souffrance telle qu'elle est amenée, et aussi en fait on va un peu me mettre à l'épreuve en fait. Je sais pas ce que tu penses, Romy, de... À recevoir en fait des couples, même si moi je parle plutôt maintenant de séances entre partenaires, parce que je pense qu'il y a différentes formes de... Dans les formations, le couple c'est un homme, une femme, et c'est monogame, et c'est 6-7, et c'est tout ce qu'on veut. On est formé à ça, mais on va être vraiment formé sur une dynamique de genre, mais c'est pas pour les défaire, c'est qu'on va être dans, en général, les plaintes de monsieur c'est ci, les plaintes de madame c'est ça. Ouais. On va aborder cette question de genre, mais pas pour la remettre en question, ou pour essayer de défaire les stéréotypes de genre, mais plutôt pour trouver son chemin dans cette complémentarité incroyable des genres, bien sûr. Mais dans ce cas-là, on soigne pas la personne, on soigne la société, t'es d'accord? Ouais, bon, ça oui, je pense. Après, pour moi, ce que je trouve pas évident quand on le reçoit en setting, on va dire, donc des couples, mais où il y a un ou une thérapeute qui reçoit, et que c'est pas une co-thérapie, donc avec un ou une 2e thérapeute qui aurait... ce qui arrive, c'est les settings souvent, je pense, ce qui est le plus agréable de couple, c'est quand en fait on fait de la co-thérapie avec un ou une co-thérapeute qui aura aussi les suivis individuels à côté, puis qu'on travaille et en séance individuelle et en séance de mise en commun en couple. Ça, je pense que c'est le plus efficace. C'est plus coûteux. Ça a l'air pas mal, ouais. Mais c'est le plus efficace. Ouais. Vraiment. Parce que quand tu reçois seul des personnes, déjà, ça va dépendre aussi de ton genre ou de ton expression de genre. Parce que par exemple, comme je disais, je suis non-binaire, et je le dis au départ, mais j'ai une expression de genre féminine, et donc si je reçois un couple hétéro, il y a souvent aussi cette idée que je vais être plus prise du côté de madame, d'être, oui mais voyez, nous les femmes. C'est l'homme qui aura cette idée-là. Et l'autre en fait va dire, et la femme voyez aussi. nous en tant que... ou vous en tant que... Mais il y a ces mécanismes de projection, des mécanismes d'identification en fait,
par rapport au genre qui est présent. Et c'est vrai que, du coup, alors après, ça dépend aussi qui a fait la demande, hein, qui mène le couple en thérapie. Est-ce que c'est une décision commune, qui a attiré l'autre ou pas Et quand, la plupart des cas, c'est pas l'homme en général qui va faire le pas, hein, c'est la femme qui, elle, a déjà des thérapies aussi à côté, parce qu'elle va plus être dans cette démarche de prendre soin et de se remettre en question sur certaines choses, pas tout, hein, parce qu'on a aussi nos tâches aveugles, toute personne a ses tâches aveugles. Oui. Mais du coup, il y a un peu, je suis traînée par ma femme dans un lieu où il y a une autre femme et peut se sentir très vite insécurisée, acculée, d'autant que c'est des personnes qui ne sont pas éduquées à parler la plupart du temps de leurs émotions et de leur vulnérabilité. Enfin voilà, donc c'est vraiment un peu, oui, il y a une forme de sympathie parce qu'on est là genre, ok, il va falloir faire alliance avec monsieur parce que c'est moins évident. Parce qu'on est en surnombre. Mais que se passe-t-il concernant l'alliance de la psy avec la femme ? Et il y a une forme déjà de... Suivant comment, hein, ça dépend. Parce que des fois, tu peux avoir des personnes très différentes, hein, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes manières de vivre le genre bien sûr. et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un peu... Ok, il faut faire alliance avec chaque personne. Mais si la personne, elle est demandeuse de la thérapie, il y a déjà un peu quelque chose qui est en partie acquis. Et donc, tu vas travailler à ce que l'autre partenaire soit pris dans la demande. Et donc, il peut y avoir ces moments où, en fait, on va être un peu plus sur que ça fasse sens aussi pour l'autre, pour qu'il y ait un engagement dans le processus thérapeutique. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire de la thérapie de couple en setting individuel aussi. Donc, il n'est pas obligé d'être que les deux partenaires soient là pour travailler le couple. Mais c'est vrai que quand on les reçoit, y a tout ça à prendre en compte. C'est comment faire alliance. Est-ce qu'on répartit la parole ? Qui est-ce qui amène la demande ? C'est quoi le problème ? Est-ce que les deux personnes voient le même problème ? Si c'est pas le même, comment est-ce qu'on répartit le fait qu'on adresse tel problème ou telle thématique ? À quelle fréquence ? Et c'est vrai qu'il y a peut-être aussi une forme de présupposer que les femmes sont mieux entourées et mieux équipées pour travailler une charge émotionnelle. Et que finalement, il y a cet espace thérapeutique, c'est un des seuls lieux où les mecs vont pouvoir parler de leur vulnérabilité. Et qu'il peut y avoir ce côté, de toute façon, elle va... Il y a une forme de résilience, en fait, chez la femme qui est attendue, et comme tu disais, qui est mal attendue, finalement, parce que, voilà, mais... Quand tu m'as dit ça m'a fait vraiment mal, en fait, pas parce que toi, tu m'as fait mal, mais genre... Ce que tu as dit, ça sonne vrai, et ça me fait mal, parce que je me dis, ça peut avoir l'air comme un truc, comme un compliment, en fait, on a plus de résilience. Mais en fait, pour moi, c'est synonyme de... en fait, ramasse plus dans la gueule, c'est pas grave. C'est synonyme de laisser les femmes, mais souffrir plus, en fait. It's okay. Elles vont ramasser. Et je sais que c'est une injonction ou un stéréotype qui est encore plus accentué chez les femmes noires. On va vraiment voir les femmes noires comme des femmes ultra fortes et puissantes, puis c'est pas grave. Elles peuvent encaisser, en fait. Et quand tu m'as dit, oui, mais on s'attend... Il y a cette tendance à s'attendre à ce que les femmes fassent plus preuve de résilience. J'étais là, mais moi, ça, c'est synonyme de me laisser prendre des coups et de pas prendre soin de moi. Et c'est dur, quoi. C'est dur à entendre. C'est très dur. Après, sur la partie aussi de la question de la violence, c'est aussi quelque chose sur lequel, comme je disais, on n'est pas formé en tant que psy de base, sur la question des dynamiques de violence au sein des relations. Les violences psychologiques, donc, les violences, elles peuvent être psychologiques, elles peuvent être physiques, elles peuvent être sexuelles, elles peuvent être économiques, symboliques. En fait, Romy, parce que ça, pardon, tu l'as pas dit quand on s'est vu. Et c'est très intéressant parce que, justement, ici au podcast, on veut parler des zones grises. Et souvent, nous, notre blague, entre guillemets, haha, c'est genre, ah oui, je me suis pas fait violer, donc c'est pas grave. Et aussi, au niveau des violences de couple, ah oui, tant que tu t'es pas fait taper dessus, en fait, t'es dans un espèce de spectrum ultra vague, zone grise. Donc c'est peut-être intéressant quand on s'arrête 2 secondes sur ces types de violences. Ces violences sont présentes. Je pense que la violence a un genre. Pas tant parce que la plupart des auteurs, effectivement, vont être des hommes, mais parce que même quand c'est les hommes victimes au sein d'un couple hétéro, donc de leur partenaire femme, ils sont, dans les violences psychologiques en tout cas, attaqués sur le fait qu'ils ne sont pas assez hommes. T'es une femmelette, t'es une mauviette, tu réagis pas quand je te frappe comme ça. Et qu'il y aurait une attente aussi, tu vois, d'être dans une performance de genre qui correspond. Et il y a une forme de féminophobie, quoi. On déteste le féminin chez ces hommes-là. Et c'est ça qui est attaqué par les femmes de ces couples-là. Donc pour moi, la violence, elle est genrée. Il y a une féminophobie, on déteste le féminin. Et après, les violences psychologiques, elles sont très bien réparties, peu importe le genre. Je pense que c'est les plus méconnues et les plus difficiles à mettre en valeur parce qu'elles existent déjà dans les violences éducatives ordinaires.
depuis tout petit en fait, dans l'éducation, le fait de dire ah mais arrête de pleurer, c'est pas grave, c'est des violences et ça crée un terreau en fait propice après au sein des relations de couple aussi, d'être dans ce déni de ses émotions. La violence, c'est pas une naissance, c'est pas quelque chose qui est une fatalité, c'est un comportement. Les comportements, on peut les changer, mais ça demande effectivement de comprendre qu'à la base, c'est un mal-être qui amène ce type de comportement, et il faut adresser le mal-être. Si en fait la personne et la plupart des hommes n'arrivent pas à mettre des mots sur leurs émotions, etc., c'est là qu'il y a un acting en fait. Tout le travail va être de connecter aux émotions. Mais il n'empêche que quand tu ressens un couple, la question de la violence, il faut l'avoir en tête parce que c'est extrêmement courant. Mais ça se montre pas forcément. Il y a deux types de violences. Il y a les violences symétriques, c'est-à-dire que les deux personnes vont agir de violence. Et puis il y a les violences complémentaires où il y a une personne en position de pouvoir et une personne qui est vraiment en position de domination, enfin de soumission. Et ça, c'est le type de violence qu'on va le moins voir. Les violences symétriques, souvent, c'est les couples, on sait qu'ils se disputent souvent, ils en parlent. Et souvent, ils vont demander de l'aide parce qu'il y a une souffrance commune, partagée, reconnue. Malheureusement, les violences les plus graves sont dans des mécanismes de complémentaires, c'est invisibilisé, c'est des violences machistes. Généralement, vraiment, c'est clair. Et puis, se pose la question quand tu as des couples qui ont l'air très bien sous tout rapport, qui viennent, mais des fois c'est adressé cette question, mais là tu es un peu rassuré parce que la violence peut se penser dans cette relation et donc, ok. Par contre, quand en fait c'est pas nommé et que tu sais pas en fait si tu vas confronter le mec en fonction de ce qu'amène la personne, qu'est-ce qu'elle va ramasser en dehors. Et il y a quand même des settings, quand il y a des soupçons de violence, les thérapies de couple ne sont pas forcément adaptées en fait. Et donc, je pense qu'il y a un peu de ça aussi, parfois, dans le fait d'être très accompagnant et peu confrontant avec les hommes. On est quand même dans une forme de... C'est millénaire en fait, cette domination quand même patriarcale avec des violences qui forment une emprise sociétale, cette crainte des violences. Mais c'est pas qu'une crainte, c'est une réalité des violences. Mais je pense que c'est là en fond quand même. Et donc ça fait aussi qu'on va être là, ok, on va essayer de connecter aux émotions, accueillir la personne telle qu'elle est là. Et si t'es trop confrontante, des fois, ça marche pas, la personne part. Puis les violences symboliques, c'est... Oui, finalement, ça peut être de la violence psychologique, mais c'est pas forcément adressé, mais c'est toutes les violences sexistes, finalement, sociétales, tu vois, qui forment... Les images. Exactement, c'est des violences symboliques... et qui se reproduisent des fois dans nos espaces quotidiens. Ok, c'était très intéressant que tu as énuméré les types de violences, Mais c'est vrai que du coup, c'était un peu la conclusion qu'on a tirée, c'est ce côté de justement de peut-être mettre un peu plus les femmes sur le côté en comptant sur leur résilience, afin de pouvoir créer une alliance pour que la thérapie puisse durer, pas que finalement le gars se sente attaqué et puis ne revienne plus, et que du coup ça profite à qui ? C'est ça, c'est que des fois c'est des temporalités différentes, puis dans ces settings il faut quand même se dire que il y a 4 relations en fait. Il y a chaque relation dyadique, ça en fait 3, entre toi avec une personne avec l'autre, et puis il y a la relation à 3. Et c'est des temporalités qui des fois se sont pas les mêmes. On n'a pas toutes et tous les mêmes manières de processer, rapidité de processus. Des fois ce qui fait aussi problème dans le couple, c'est qu'il y a une personne qui avance très vite sur certaines choses, puis l'autre moins. Mais donc effectivement, il y a des fois c'est ok... Comment je vais là et je vais pas avec l'autre. Et là, ce que je trouve important, c'est de pouvoir dire est-ce que c'est ok pour vous, madame ou monsieur, si je prends quelques temps pour explorer ça, parce que finalement, dans les dynamiques et souvent dans les plaintes au sein de la relation de couple, se montrent des vulnérabilités ou des schémas relationnels individuels en lien avec l'histoire individuelle. Et donc, des fois, c'est pouvoir l'amener en séance, c'est comment est-ce qu'on en prend soin. Mais oui, prendre soin de ça, ça veut dire prendre un temps pour accueillir, qui fait que l'autre est en position plus passive ou d'écoute. Mais après il faut reconnecter. Ok, qu'est-ce que ça a fait d'entendre ça, comment vous faites lien avec ce qui vous amène, il faut reconnecter. Je pense que c'est ok qu'il y ait des mouvements différents puis qu'on connecte différemment, mais il faut penser à reconnecter. Et parfois c'est peut-être pas équilibré au niveau répartition de paroles, mais je pense qu'il faut chercher de l'équitabilité plutôt que de l'égalité. Oui, tout à fait. Puis dans l'équitable, il y a aussi cette dimension du coup d'éthique et de morale. Puis donc ça demande d'aller chercher qu'est-ce qui serait équitable pour vous, qu'est-ce qui est juste pour vous. Puis que là, toi, c'est pas toi d'imposer qu'est-ce qui serait équitable. C'est dans votre système de croyance, dans votre système relationnel, qu'est-ce qui est équitable pour vous et pour vous. Moi, j'ai trouvé qu'en tant que femme, on me posait beaucoup moins la question de ce qui était équitable pour moi.
Voilà, ça c'est mon vécu, c'est que ce qui était équitable pour l'homme était beaucoup plus important. Tandis que moi, quand j'avais des demandes, il fallait que je plaide mon cas en fait. Il fallait que je prouve, il fallait que je sorte un PowerPoint pour expliquer pourquoi ce que je demande est légitime, sort d'un vrai vécu, pourquoi ce que je vis me fait vraiment mal et me fait assez mal pour que ce soit légitime que je l'amène en psychothérapie. Enfin tu vois, j'ai vraiment eu l'impression que j'ai dû, mais vraiment beaucoup taffer pour être entendu quand un homme à côté, il doit juste dire 2 syllabes et il a tout son intention, tu vois. Et peut-être que là se joue aussi, comme je disais, une de ces thérapeutes a un parcours aussi très informé sur ces questions-là. Il se peut que tu présupposes que tu as compris ce que l'autre voulait dire. Oui. Ouais. Et donc que tu passes par-dessus très vite parce que en fait, t'as compris, ou tu penses avoir compris. Qu'en fait, des fois, quand t'as vécu les choses similaire à l'autre personne, tu risques de projeter aussi un peu le truc et dire ah bah ouais, en fait tu vas plus loin en fait que l'autre, et parce que t'as vécu le truc et t'as ton présupposé de où toi t'as été et qu'est-ce que tu attends de ça, et du coup tu connectes parce que c'est une forme aussi ok, je peux connecter, mais parfois faut pas comprendre trop vite, et ça c'est une des choses qu'on nous apprend beaucoup, c'est ne pensez pas avoir compris trop vite ce que dit l'autre. Parce qu'il y a des choses qui paraissent du bon sens, mais clairement, en fait, le bon sens, tu découvres que c'est pas si bon sens que ça, c'est pas évident du tout. Ouais. C'est à la fois pouvoir être connecté rapidement parce que t'as un langage commun avec la personne, mais parfois d'avoir un langage commun, ça présuppose aussi que c'est un peu on a les mêmes idées. Ouais. Et donc, il n'y a pas besoin de creuser, parce qu'on va creuser là où il y a à bosser. Peut-être, ce qui a pu se jouer aussi, c'est que il y a eu ça, il y a eu ok, je sais ce que tu attends, Lirza, parce que je vois les enjeux féministes qui seront adressés, mais on va les adresser. Et donc peut-être que finalement le temps de parole que tu as à des endroits, c'est faire l'éducation de l'autre, et quand t'as pas l'éducation de l'autre à faire, peut-être qu'en fait tu vois, il y avait un regard posé différent et un axe différent qui a été travaillé. Alors tu amènes des nuances très utiles, c'est super. Je suis certaine qu'à un certain niveau t'as raison quoi. Mais en fait moi il y a ce truc, je reste convaincue que j'étais quand même face à quelqu'un, pas déconstruit jusqu'au bout, qui du coup en fait donnait plus d'attention à l'homme et avait moins d'empathie pour moi quoi. Et elle me trouvait un peu trop exigeante. C'est la 3e fois qu'on se voit sur ce sujet et j'arrive pas à shaker ce sentiment en fait, même si franchement tes nuances sont ultra utiles et nuance ma pensée aussi ce que tu dis en fait. Oui, mais après je pense justement que c'est important de demander comment ça a été la dernière séance, de rechecker, parce que des choses, sur le moment tu vis des choses difficiles et tu sais pas pourquoi tu ressens ça, voire tu le conscientises pas que tu ressens parce que t'es en dissociation ou autre, puis que c'est en dehors des séances que tu vas dire en fait c'était pas ok. Mais comme dans nos vies, quand on a des violences, on réalise pas tout de suite ces violences. Ça demande un certain temps, et elles sont minimisées, ces violences, elles sont, comme on pourrait le dire, mais il y a une forme de syndrome de Stockholm sociétal où les violences ou les comportements maltraitants faits par les hommes sont minimisés, excusés, puis on va faire sens, puis on va être dans de l'empathie, puis on était éduqués, quand on était éduqués en tant que femme, élevés en tant que femme, à être dans ces valeurs d'empathie, de compréhension, de prendre soin. Et c'est pas une question de genre, le soin, je pense. Ça devrait pas l'être. Ça doit pas l'être. Ça ne devrait pas l'être. Ouais. C'est bien que tu dis ça, parce que du coup, comme tu dis, donc il y a eu une séance où je me suis sentie justement mise de côté, et puis comme tu dis, tu conscientises après coup ce qui s'est passé. Donc je suis revenue en séance, et puis j'ai fait un peu la même démarche que je fais avec mon psy individuel, c'est que j'ai exprimé vraiment ce que j'ai vécu, et j'ai pas trouvé le même accueil que je me rends compte maintenant, eu la chance de retrouver avec mon psy individuel. Je suis venue en me montrant vulnérable, disant que j'ai mal vécu un événement particulier. Et en fait, j'étais face à quelqu'un qui m'a répondu quelque chose du genre « Oui, je suis désolée que vous ayez vécu ça comme ça ». En fait, il n'y a pas eu de vraie reconnaissance de mon vécu, il n'y a pas eu de temps d'arrêt, de nouveau, sur mon vécu de souffrance. Et il n'y a pas eu de vraies excuses, alors que ce n'est pas les excuses que je cherche. Je cherche juste un traitement du sujet et qu'on passe de l'autre côté d'une manière ou autre, en fait. C'est vraiment pas les excuses que je cherchais. Mais des excuses, il y a eu, puis ce n'était pas des vraies excuses. Je suis désolée que vous, ce n'est pas une excuse. Non. Toute la liste des excuses de MeToo, c'était je suis désolée si ça a été vécu comme ça, c'est ça. mais je me rappelle pas. Et c'est vrai que par rapport à cette question de responsabilité, c'est aussi un des grands points, je pense, dans la thérapie, c'est comment les explications ne doivent pas faire excuse. C'est pas parce qu'on peut expliquer un comportement, on peut expliquer même un mécanisme de violence, que ça excuse ces mécanismes-là, en fait. Expliquer n'est pas excuser. Il y a des choses qui ne sont pas excusables. Après, on peut présenter ces excuses, mais
présenter des excuses, c'est prendre aussi sa responsabilité, essayer de dire, ok, je vois que mon comportement a amené ça comme conséquence, je vois que ça a eu ça comme résultat, j'entends que c'est de la souffrance, je veux faire en sorte que ça ne se reproduise pas, et voilà ce que je veux mettre en place pour que ça ne se reproduise pas. Mais la responsabilité, c'est un concept, je pense, important, quand même, à soulever. Mais en soi, tu peux amener tout ce que tu veux si la personne ne fait pas ce processus individuel de déconstruction de ses représentations. Tu peux lui amener toutes les infos que tu veux, ça marche pas. Et on le voit parce que ça fait des années qu'on parle des questions de genre, des questions d'orientation relationnelle, romantique, sexuelle. Et qu'en fait, ça passe toujours pas pour certaines personnes parce que tu peux pas. Il suffit pas de le dire et de le montrer en face, il faut qu'il y ait ce processus interne de remise en question. Ce terme en fait qui est utilisé, c'est quoi? C'est le disempowerment, je crois, désempouvoirment. Ok, mes privilèges, reconnaître ses privilèges. C'est où que je suis privilégiée? Ah ok, dans tel domaine, je suis privilégiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, comment je peux essayer de limiter mes bénéfices de ces privilèges? Enfin, mais ça, si la personne ne le fait pas, tu peux pas le faire à sa place en fait. C'est un travail très long qui prend du temps. Et toi, tu es juste là pour amener des graines aussi, j'ai envie de dire, pour amener comment ça pourrait être autrement. Donc être déjà dans un processus de construction d'autres choses. De pas te dire, bah non, c'est pas ça et ça se passe pas comme ça, mais de dire, ça pourrait être comme ça. Avec tout ce qu'on dit, avec le fait que toi tu disais que le cadre thérapeutique, faut pas rêver, c'est pas un cadre neutre hors du temps, enfin il est politique. Le milieu de la psychothérapie, il baigne dans le patriarcat. En vue de tout ce qui précède, est-ce que toi tu continues de croire dans la thérapie de couple monogame, hétérosexuel, cis? Déjà, est-ce que je crois au couple hétéro-cis monogame? Moi je dirais que mon approche de la thérapie, c'est la thérapie relationnelle entre partenaires. On est là pour prendre soin de la relation. La relation, elle peut évoluer. Je suis pas là pour sauver le couple. Je suis là pour prendre soin de la relation. Et que peu importe le chemin qui va être pris en fonction des besoins, envies individuelles, les limites et autres, il y a eu du soin dans cette relation. En fait, toi, en voulant soigner la relation et la personne, tu vas séparer plein de couples cis-het et du coup, tu vas soigner la société. Non, c'est pas ce que je cherche à faire. C'est exactement ce qui va se passer. Non, mais... Alors, écoute, non, je ne cherche pas à séparer les gens, même si, en fait, je pense qu'il faut aussi accepter que la séparation, c'est pas forcément de la rupture, et c'est pas forcément grave. Mais c'est comme, tu vois, Oedipe. Oui. Je trouve hyper intéressant. Le complexe d'Oedipe. Oui. C'est hyper patriarcal, quand même, parce que le complexe d'Oedipe, donc on le dit, c'est les enfants qui vont vivre le complexe d'Oedipe, ils sont amoureux de leur maman ou leur papa, enfin la personne de l'autre genre, et puis ils ont envie de tuer la personne du même genre. Concrètement, le mythe d'Oedipe, en fait, Oedipe, il va coucher avec sa mère, il va tuer son père, mais il sait pas que c'est son père et que c'est sa mère. Parce qu'en fait, la prophétie était dite à son propre père, qui lui a eu très peur de ça et a cherché à dire je ne veux pas que ça se produise, donc je vais abandonner cet enfant. Enfin, au début, il veut le tuer d'abord, mais il s'est fait abandonner. Et donc, c'est de nouveau, tu vois, le mécanisme patriarcal, c'est que la responsabilité est mise sur l'enfant, c'est l'enfant qui va tuer son père et vouloir être avec sa mère. Alors qu'en fait, c'est le père qui n'a pas été capable de gérer la vulnérabilité que ça amenait d'entendre cette prophétie. Et je trouve fou, comment on déresponsabilise. C'est trop bien ce que tu dis, Bah, ils font la même chose avec les femmes. Donc en plus, le mythe, il est ça, mais en fait, on a quand même dit complexe d'Oedipe, c'est l'enfant qui le porte. Non, en fait, ce qui fait que ça se passe, c'est qu'il y a une peur de penser ce qui peut se passer. Et dans le couple, je pense que on a principalement des manières de rupture et pas tellement d'évolution relationnelle où c'est ok qu'on soit plus un couple amoureux ou d'amants et puis qu'on peut quand même être en relation parce qu'on reste amis ou j'en sais rien. On manque de ces représentations-là et donc on s'imagine que la séparation c'est la fin du monde pour beaucoup de couples. C'est l'échec en fait. C'est l'échec. Alors que moi je suis là pour qu'on prenne soin de la relation et si elle doit évoluer pour différentes raisons, elle va évoluer, mais on peut faire qu'elle évolue bien, puis que ça prenne soin de ce qui a été, de ce qui se passe, et des personnes. Et pas sauver le couple en tant qu'entité politique, en fait. C'est ça. C'est qu'à un moment, moi, ça me convient plus ce terme thérapie de couple, parce que je vais pas soigner le couple. Non, mais vraiment trop intéressant. Si vous êtes là, c'est aussi parce qu'il y a un truc qui tient, vous avez envie de faire bien. Après, c'est peut-être que prendre soin de vous, c'est pas rester ensemble à tout prix. Exact. C'est ça aussi, Il y a tout ça, donc est-ce que je crois à la thérapie de couple ou pas j'ai envie de dire, je sais pas grand-chose. Par contre, je pense qu'on peut mettre
de l'attention et du soin dans nos relations, et qu'il y a beaucoup de choses à repenser parce que les paradigmes dans lesquels on a été pris en tant que professionnel, en tant que personne, ils sont un peu caducs. Ouais. Et qu'il y a à changer de regard, il y a à changer de pratique, il y a à changer de narration, et que c'est ce que j'essaye de faire. Okay. Et j'ai pas le mode d'emploi, et je ne suis pas parfaite de loin sur ces questions-là, et je fais ce que je peux. Romy, toi en tant que personne du coup ultra sensible à ces questions, aux questions d'identité de genre, aux questions d'équité de genre, t'as été quand même éduquée à une uni quand même ultra patriarcale. On t'a amené la psychothérapie d'une manière très patriarcale. Comment toi, tu t'y prends pour déconstruire tous ces mécanismes et pour être la psy que t'aimerais être, en fait? Je pense que c'est de m'entourer de personnes qui partagent ces questionnements, qui sont aussi militantes à différents niveaux, d'aller proactivement lire des témoignages de personnes concernées par différents types d'oppression, de regarder aussi quand je fais des formations continues, qui est-ce qui va les donner, quelles langues sont mises. Et là, je tiens à dire qu'il y a de plus en plus de formations aussi, parce qu'il ne suffit pas d'être ouverte à adresser ces questions pour bien le faire, comme les questions LGBTQIA+, les thématiques accueillir ces personnes-là. Il ne suffit pas de dire moi j'ai un ami homo et donc je peux le faire. Je pense que ça demande aussi un certain nombre de, comme on disait, d'éducation, d'auto-éducation. Il y a des formations qui commencent à avoir ces dénominations formations féministes ou regard inclusif ou critique. Et donc ça, j'ai envie de dire, en tant que professionnel, c'est formation continue, c'est de la supervision, c'est bien choisir les personnes avec qui on s'entoure. Donc mes superviseuses ou superviseurs, j'essaie de faire en sorte que ce soit les personnes qui sont sensibles aussi à ces questions, qui ont peut-être elles aussi déjà repensé ces questions-là dans leur pratique. Mais ce que je perçois, c'est qu'on est tout un peu, en tant que personne, un peu démunis et on essaye des choses, quoi. On est en travail de fond et je trouve ça super beau, mais bien sûr qu'en fait, du coup, il y a beaucoup d'humilité aussi dans le fait de l'amener. Là, on travaille aussi, et c'est quel petit engagement on peut faire. On est un petit collectif de psy féministes où on est en train de faire une brochure, un petit guide de déconstruction à l'usage des psys, pour justement amener ces différentes notions, avoir des ressources, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se travaille en thérapie, c'est sûr, mais il y a aussi tout ce qui peut être podcast, articles, compte Instagram, qui vont être les voix des personnes concernées, qui vont être très précieuses en fait dans le cheminement, et qui sont à amener. Donc moi je dirais que ma position, c'est aussi, en thérapie, je travaille sur l'émotionnel, l'histoire de la personne, le se faire sens avec, accompagner ce qui est là, et puis après je vais dire je vous envoie des références, j'ai pensé à ça, et par mail je vais envoyer des supports de réflexion pour que ce travail il continue en dehors. Et je me souviens plus quelle était ta question. Je disais comment tu t'y prends du coup, toi, puisque tu as si peu de ressources finalement données par l'école, par les psys qui t'entourent. Et après il y en a, il y a pas mal de féministes espagnoles qui ont pensé, ces questions de micromachisme, d'agression, de thérapie féministe, ce serait quoi? Puis c'est vrai que si je ne fais pas d'office de thérapie féministe, en tout cas je ne le vends pas comme ça, je suis une personne féministe qui propose la thérapie. C'est différent dans le sens où la thérapie féministe, c'est vraiment adresser ces questions d'oppression et puis travailler ça, donc la personne elle vient pour ça. Et moi je dirais que j'amène un regard féministe à certains moments, etc. Mais que je ne fais pas que ça. Moi, j'ai trouvé ultra intéressant ce que tu as dit, et ce qui m'a touchée, c'est que je t'ai posé la question, genre, comment tu t'y prends? Et une des premières choses que tu as dites, c'est mais en fait, je vais aller lire des témoignages de personnes qui subissent des oppressions. Et en fait, finalement, ça m'a vraiment fait tilt ce que tu as dit, parce que déjà, c'est justement ce que moi, j'ai pas vécu avec certains psys, où j'ai témoigné de ma situation d'opprimée. Et en fait, j'ai pas été entendue. Mais toi, t'as fait cette démarche justement d'aller écouter et tu t'es laissé imprégner, t'as eu de l'empathie pour ces témoignages. Et je pense déjà ça, c'est un acte assez, pas transgressif, mais où tu diverges en fait de la norme, de juste aller chercher les témoignages des personnes opprimées et réellement les écouter, sans rentrer tout de suite dans la littérature du micromachisme espagnol, tu vois. Oui, parce que je pense que comment je fais, en fait, le travail, il est aussi personnel, pour moi aussi, en fait. Sûr. Ce serait me repositionner en position d'experte si je devais faire la place de l'autre. Puis là, on n'est pas dans une perspective féministe non plus. Donc je pense que c'est une position
féministe que d'être dans ce processus de formation continue, d'autoréflexion, de déconstruction de ces représentations. Puis c'est quelque chose de continu, c'est jamais acquis. Moi, j'ai encore énormément de chemin à faire. C'est vrai qu'il y a plein de fois où je me dis « Ah, j'ai déjà fait pas mal de chemin » quand j'entends certains collègues, certaines collègues. Le chemin, il évolue, en fait, tout le temps. Et c'est de jamais se reposer sur ses lauriers. Oui. Et pour moi, c'est là où, en fait, on est juste aussi. C'est quand il y a ce travail-là. Après, pouvoir l'amener, ça peut être d'être très humble aussi. Moi, je me questionne sur ces choses-là et je vais vous dire, je sais pas bien quoi faire et comment faire. Parce que, en fait, je ne crois pas en ce qu'on m'a appris. Il y a des choses sur lesquelles je n'y crois pas et ça marche pas si on fait de la thérapie avec des choses sur lesquelles on croit pas. Enfin, il faut une forme d'adhérence, entre guillemets, à ce qu'on va proposer aux personnes. Ouais. Et donc, c'est sûr qu'il y a une forme de crise aussi un peu existentielle, professionnelle, où tu te dis, mais en fait, ce que j'ai reçu, j'y crois pas vraiment. Je pense qu'il y a un truc à repenser. Et oui, on tâtonne, on essaye, mais après, on le fait avec humilité, on le fait en étant à l'écoute de l'autre, on le fait avec toutes ces ressources à disposition. Ça ne dépend pas que de moi, ça ne dépend pas que de l'autre, en fait, ce qui se passe. Mais on a, à notre petite échelle, un bout à faire, et puis j'essaye d'accompagner ça, et de soutenir ça, et d'encourager ce processus-là. Puis moi, je pense que travailler sur le soin, en fait, c'est peut-être ça, et c'est là-dessus qu'il faut le faire, en fait, en thérapie, travailler sur ce soin relationnel. Sur ça, Romy, c'était très beau. C'était très, très génial, vraiment. Je pense que tu pourrais revenir parler sexologie, identité de genre. Écoute, avec plaisir. Ouais, ce serait trop cool. C'était bien pour toi? Ouais, moi j'ai beaucoup de plaisir à échanger, vraiment, quand vous m'avez approché pour cette thématique, je me suis dit, waouh, génial, j'ai vraiment envie d'y penser, d'y réfléchir, je suis en plein dedans. J'ai pas les réponses. J'ai pas les réponses, j'ai des réponses et des pistes de réflexion. Et voilà, il y a peut-être d'autres personnes qui auront plus de réponses et d'autres réponses, et tant mieux. Et donc là, je pense qu'il faut aussi aller lire ce qui peut avoir été pensé. Hein. Et ça commence. Hein. Il commence à y avoir de la littérature sur ces questions-là. Elle commence à être traduite plus ou moins, mais, que ce soit espagnol ou anglophone. Hein, mais voilà, il y en a. Il y a le podcast dans le cœur sur la table aussi qui adresse ces questions-là. Voilà, de plus en plus c'est là, mais ouais, enfin, en tout cas j'étais ravie, donc merci beaucoup pour l'invitation, pour l'échange, c'était précieux. Merci Romy de nous avoir fait confiance en fait, parce que tu m'as appelée, t'as dit oui, on se voit, je me suis tout de suite sentie à l'aise avec toi, parce que la première fois on s'est vu, Coco était malade, donc on était tête à tête. Et du coup, merci beaucoup. Moi ce que j'ai retenu, c'est qu'à la fin de sa vie, Freud était un peu féministe, faut soigner les personnes et pas la société. Soigner les relations aussi. Et aller écouter des témoignages de personnes opprimées. Et que la séparation n'est pas forcément grave, ni un échec, et qu'on peut mettre du soin pour faire évoluer nos relations pour qu'elles nous correspondent mieux. Parfait. Merci beaucoup Romy. Merci à toi, merci à vous. Merci. C'était Les Poissons sans bicyclette, un podcast féministe où rien n'est jamais trivialisé. Nous venons du cœur de Lausanne. C'était le 2e épisode de la 2e saison. Ciao. 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 J'ai plein de 2 dans ma vie actuellement.